Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, et si le secret des excellents résultats scolaires de la Finlande était de mettre la musique au programme dès les petites classes, cette hypothèse et bien d'autres tout aussi passionnantes est défendue dans un livre de Joan Koenig, fondatrice de l'école Koenig. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Magessel ou la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité anniversaire, c'est cette année le bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur et le magazine Le Petit Léonard lui consacre un dossier. L'heure de la récré, toujours avec Emma, elle va tenter de nous convaincre, de vous convaincre surtout, des vertus d'un petit casse-croûte aux insectes. Et puis enfin, comme chaque semaine, plateau repas, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira, notre diététicienne nutritionniste. Avec elle, on va placer nos repas sous l'empire de nos 5 sens. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Tous les enfants naissent musiciens. Le titre du livre de notre invité sonne comme une profession de foi. Il est pourtant étayé par des dizaines d'études scientifiques. Et ces études scientifiques, notre invité les a en partie découvertes après même avoir commencé à travailler avec les enfants. On a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans la quotidienne Joan Koenig. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Autrice donc de Tous les enfants naissent musiciens. Ça vient de sortir, c'est chez Actes Sud. Vous êtes aussi fondatrice d'une école maternelle bilingue et d'une école de musique, la Koenig School. Ça se passe à Paris. La musique, dites-vous dans le livre, c'est presque là, ça pourrait être la baseline de tout le livre, est un besoin fondamental. Absolument. Je pense qu'il suffit de regarder dans votre propre vie où les moments clés, les mariages, les enterrements, on a tous eu une expérience incroyablement émotionnelle, que ça soit de la consolation avec la musique. Et ce qui est étrange aujourd'hui, c'est que tout cela est en effet étayé par les études scientifiques qui nous montrent ce qui se passe dans le cerveau. Voilà, parce que vous allez au-delà, des bons souvenirs associés à un mariage ou des souvenirs tristes associés à un enterrement. Vous dites que c'est un besoin. Absolument. Je pense que de plus en de l'humain et du cerveau. Oui, oui, absolument. En fait, aujourd'hui, on est sur une piste extrêmement intéressante sur le développement langagier à travers la musique. On ne peut pas dissocier rythme et mélodie parce que les choses sont communes entre langage et musique. Et il se trouve que nous savons aujourd'hui que les enfants avec des difficultés de langage, notamment la dyslexie, ont besoin d'une thérapie rythmique. Et ça vous parle, ce sujet? Absolument. Je pense qu'en fait, il y a... Vous l'évoquez, vous, en fin de livre, si mes souvenirs sont bons, non? Sur la dyslexie. Je ne sais pas où ça se trouve, mais en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai fait la recherche pour le livre. C'est que je me suis dit quelque chose d'aussi fondamental. C'est notre capacité de bouger ensemble, de taper en rythme ensemble. Quand ce n'est pas en place, le nombre de défis que l'enfant peut être confronté, c'est un dénominateur commun avec la dyslexie, les troubles de l'attention et même l'autisme. La musique active, dites-vous, les mêmes réseaux de neurones que le plaisir ou la récompense. Absolument. C'est pour ça que ça rend heureux. Ça rend heureux et ces scientifiques sont allés même plus loin. Ils ont dit qu'il y a un côté presque addiction de la musique. Donc ce que vous suggérez, et alors évidemment vous le faites dans votre école, vous le faites dans votre maternelle, on va en parler, mais au-delà, quand on est parent, c'est de chanter des choses aux enfants, c'est de les mettre dans un bain de musique. Mais si soi-même on n'est pas musicien, on ose faire ce genre de choses, il faut y aller quand même? Je pense qu'en France, on n'ose pas. Et en raison de X nombre d'années... Vous parlez un français merveilleux, mais je le dirai plus tard, en fait, vous êtes américaine. Oui, de naissance. Voilà, même si vous êtes installée ici il n'y a pas loin de 40 ans. Depuis 40 ans, exactement. Voilà. Donc, en France, malheureusement, le système des conservatoires qui était voulu à l'origine comme ouverture sociale a créé un système où les quantités de cours de solfège dépassent la pratique instrumentale et la pratique de musique de chambre et ont découragé tant de personnes. Le nombre de personnes qui me disent « Attention, j'ai complètement raté mon éducation musicale. » À cause de la formation musicale. Exactement. Parce que c'est le nom aimable qu'on a donné au solfège il y a quelques années, mais ça reste du solfège. C'est qu'à votre place, ici était installé Marc-Olivier Dupin, ancien directeur du conservatoire et compositeur, il y a quelques mois, et qui a mis un post Facebook le week-end dernier en disant qu'il faudrait supprimer la formation musicale dans les conservatoires. Ça a écœuré trop d'adolescents. Autant vous dire que ça a créé des débats. Donc on écœure, et l'école, elle pourrait prendre le relais, l'école. Il pourrait, parce qu'il n'y a pas que les conservatoires. Il pourrait, en fait, il faut dire que la musique est pratiquée de manière amateur et sans prétention professionnelle dans beaucoup de pays dans le monde. Et la musique est une tradition orale
et devrait l'être, mais la musique classique a balayé cela et nous sommes dans une situation un peu ambiguë aujourd'hui. On apprend la musique par la lecture et c'est la même chose que si vous demandiez à votre enfant à nager dans un manuel de natation, quoi. Ou si vous voulez que votre enfant lise et apprend à lire et écrire et qu'il ne sait pas encore parler, que vous ne parlez pas avec lui. Ouais, ça risque de pas fonctionner très bien. Donc, pour revenir, les parents devraient le plus souvent chanter avec leurs enfants, mais pas de la musique classique, la musique qu'ils aiment. Des comptines, des chansons, de la variété, ce qu'on veut. À partir du moment où il faut une mélodie, un rythme. Exactement, voilà. Et un peu de mouvement. Si possible. Un enfant apprend à parler avant d'apprendre à lire et à écrire. Ne devrait-il pas apprendre à faire de la musique, à musiquer, comme vous l'écrivez, avant d'apprendre à lire et à écrire? C'est une question que vous posez dans votre livre, John Koenig, invité du Grand Oral. On continue à en parler après l'Anti-Sèche. Emma Guessel. Vous savez que vous avez chanté un moment avant la fin de l'émission, quand même. Ah bon, là aussi John, bah évidemment, franchement, parce qu'on a une chanteuse absolument extraordinaire à la période. Oui. Néanmoins, pour le moment, Anti-Sèche, la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité anniversaire, vous nous parlez aujourd'hui d'une personnalité importante du XXe siècle à laquelle le magazine Le Petit Léonard consacre un dossier pour ce mois d'octobre, c'est Rosa Bonheur. Marie-Rosalie Bonheur de son vrai nom, c'est l'artiste du mois du Petit Léonard. Rosa Bonheur, l'amie des animaux, titre-t-il, et vous allez comprendre pourquoi. Alors Rosa Bonheur naît en 1822 à Bordeaux, nous fêtons donc cette année le bicentenaire de sa naissance. Elle va devenir peintre et sa peinture sera engagée notamment pour la cause des animaux et celle des femmes. Le Petit Léonard la cite d'ailleurs au début de l'article, ce qui permet de voir tout de suite l'engagement de cette femme. Je ne me plaisais qu'au milieu de ces bêtes, je les étudiais avec passion dans les mœurs. Une chose que j'observais avec un intérêt spécial, c'était l'impression de leur regard. L'œil n'est-il pas le miroir de l'âme pour toutes les créatures vivantes? Voilà ces mots. Très bobo, la peinture pour elle, elle vient très tôt, c'est une affaire de famille. Mais oui, puisque son père est peintre aussi. Son père, il faut savoir qu'il est aussi à l'origine de son engagement féministe. Après une enfance plutôt heureuse, son père finit par abandonner sa mère qui finira par mourir d'épuisement. Voilà, voilà. C'est un moment vraiment charnière de la vie de la jeune femme parce qu'elle se jurera de ne plus jamais compter sur un homme et elle tiendra cet engagement, si je puis dire, jusqu'à la fin de sa vie. Elle dira dans son testament qu'elle n'a jamais eu d'homme dans sa vie. C'est vrai. Et elle n'a jamais eu d'homme de Vous n'êtes pas, mesdames, faites comme si j'étais pas là. Mais Rosa Bonheur, elle vivra uniquement avec des femmes jusqu'à la fin de sa vie. Alors Rosa Bonheur, elle vend son premier tableau très jeune, à seulement 14 ans. À 19 ans, elle obtient un premier prix dans un salon avec la toile Deux petits lapins, que l'on voit d'ailleurs dans Le Petit Léonard. Et d'ailleurs, ça s'enchaîne très vite puisqu'elle commence à vendre ses tableaux, elle a du succès. Et tout à fait. Et tout chez cette femme sera atypique et rebelle pour l'époque. Déjà, elle se destine à la peinture animalière, donc elle passe énormément de temps dans les abattoirs pour pouvoir voir les animaux et les étudier, mais pour pouvoir être à l'aise, la robe ou la jupe, c'est pas très pratique. Donc, elle demande l'autorisation de porter un pantalon, ce qui à l'époque était complètement interdit pour les femmes, autorisation qu'elle obtient, et elle portera uniquement des pantalons jusqu'à la fin de sa vie. Et puis Rosa Bonheur, elle compte bien s'imposer en tant que femme peintre dans ce milieu d'hommes. Elle commence par peindre des petites toiles. Pour elle, c'est une manière de se faire accepter doucement dans le milieu, mais elle, ce qu'elle veut, c'est prouver que les femmes sont les égales des hommes et qu'elles peuvent peindre comme eux des tableaux gigantesques. Et elle va le prouver. Eh bien oui, on peut citer l'œuvre Labourage Nivernais, 1,33 m de hauteur pour 2,60 m de largeur. Mais son œuvre la plus significative, c'est son immense Marché aux chevaux, peint en 1853, 2,44 m sur 5,06 m. Alors juste, elle mesurait 1,50 m. Donc voilà, on se rend compte quand même c'est une énorme toile. Voilà, je vous laisse vous faire une petite idée du processus. Ça a dû être assez extraordinaire, épique même. On l'étudie, Rosa Bonheur, au collège, et on étudie aussi ces toiles-là pour se faire une certaine idée de la campagne française au début, dans la première moitié du 19e siècle. Tout à fait. Les deux tableaux que l'on vient de voir, je les ai trouvés dans des manuels d'histoire. Les peintures de Rosa Bonheur représentent ce monde des campagnes du 18e siècle, 19e, dominé par la petite exploitation familiale qui continue largement à utiliser les pratiques traditionnelles alors que les grandes villes s'industrialisent d'autres. Et d'ailleurs, pardon, je vous coupe, mais Rosa Bonheur, elle va s'exiler à la campagne, non? Tout à fait. Grâce à l'argent gagné par la vente de ces tableaux, elle achètera un château à 1 heure de Paris, le château de By, ce qui est hyper rare à l'époque pour une femme de pouvoir s'acheter un bien immobilier grâce à l'argent récolté par son travail. Là-bas, elle vivra parmi les animaux. Il y aura vraiment une ménagerie avec plus de 100 animaux. Elle avait même une lionne et même 2 lions. D'ailleurs, regardez ce tableau de lion. Ça vous rappelle pas quelqu'un?
Bah, si, c'est le Papa de Simba, ça. Eh ben, exactement. C'est ce tableau, le Roi Lion tel qu'il a été imaginé et pensé, est en fait inspiré d'un tableau de Rosa Bonheur. Alors vous allez me dire, Walt Disney et Petit Château de Bie à la campagne, comment ils ont fait le rapprochement? Mais en fait, à défaut de ne pas être très connue en France, elle est très connue aux États-Unis et en Angleterre. Elle a beaucoup de succès là-bas. Merci beaucoup Emma pour ce zoom sur Rosa Bonheur et on peut remontrer la une du Petit Léonard, super magazine d'initiation à l'art dont on vous recommande vigoureusement la lecture. On retrouve John Koenig pour continuer à parler de musique. Avant ce livre, Tous les enfants naissent musiciens, sous-titré Les pouvoirs insoupçonnés de la musique dans la construction de soi, il y a eu une expérience, celle de l'école de musique que John Koenig a fondée en 1986 à Paris, et puis plus récemment la maternelle bilingue qui s'est adossée à l'école en 2008. C'est tout cela que vous racontez dans le livre. Cette école, comment elle est née ? Je pense qu'elle est née de ma frustration d'enseigner dans une école, un conservatoire en France. J'avais la chance, c'était quand même une grande chance, on m'a demandé de remplacer un garçon qui partait en service militaire en 1986. Je venais d'arriver en France. Et, après, on ne l'a pas dit, d'ailleurs, vous êtes musicienne vous-même. Oui, je suis flûtiste. Vous avez fait vos études à Juilliard School, si je me souviens bien. Exactement. Voilà, et je suis venue à grande école new-yorkaise. Oui, je suis venue à l'invitation de Jean-Pierre Rampal, qui était le flûtiste du siècle en France et pas que en France. Vous ne pouvez pas être flûtiste sans avoir étudié à Paris, au moins. Il ne pensait pas que 40 ans après, je serais toujours là. Ouais. Et donc, j'enseignais dans un conservatoire et j'avais les cours de 20 minutes sans piano dans la pièce. Donc, quand je suis allée voir la direction en disant « j'ai besoin d'un piano pour accompagner les enfants. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas avoir les cours un peu plus longs ?» On m'a demandé poliment de m'en aller. Ah, carrément? Ah oui. Ah, on ne vous a pas dit non, on vous a dit dehors? Non, dehors. Voilà. Ok. C'est vrai que normalement, en France, on dit que c'est les Américains qui font ça. Hein. C'est pas les Français, normalement. Et alors là, vous vous dites, je me suis dit, il faut qu'à cela ne tienne, je crée mon école. Exactement. Il faut une école dans laquelle on va mettre l'accent sur la vie sociale, sur le fait de commencer la musique dans la joie et dans la communauté, surtout les très jeunes enfants. Avec une pédagogie très très différente, effectivement, des tout jeunes enfants. Et derrière, vous allez donc, plusieurs années après, hein, puisqu'on est en 2008, ouvrir cette maternelle. Alors, j'ai découvert un truc génial, dans votre maternelle, tous les enfants ont un prénom musical. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, Emmanuel. Je suis le petit Emmanuel. Alors, puisque vous avez l'air très très vif, on va... Ouais, super. Emmanuel, 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 Emmanuel. Manuel, Emmanuel. Oui. Et Emma? Elle est pétillante, Emma. Emma, 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 Emma. Okay. Ouais, génial. Et ce qui est formidable, c'est que... va vous demander... Oui, pardon. Justement, sur 30 enfants, au bout d'une semaine, ils reconnaissent tous les prénoms des autres et parfois plus vite que leur enseignant. Extraordinaire. Le but dans cette école, c'est pas de faire de ces enfants des professionnels. On parle bien d'éducation en général. Vous voulez en faire des élèves, des enfants épanouis finalement. On veut avoir les enfants épanouis, capables de l'empathie, de l'intuition, bien construits physiquement. On veut construire la base de la pyramide. Le socle. Voilà. Et je peux vous dire, ça marche. Et une chose qui est très importante, qu'il ne faut pas ignorer dans l'éducation en général, c'est que la musique est un accélérateur d'apprentissage et les apprentissages appris en musique sont plus pérennes. La preuve, c'est que parfois, comme vous le savez, en fin de vie, de quoi se souviennent des gens? Des chansons. Vous avez jeté un petit froid là en parlant de la fin de vie et tout, mais c'est pas grave, on a parlé des enfants. Non, c'est juste pour dire que c'est quand même au début de la vie, des enfants, ils se montrent super attentifs à l'école et notamment ils écoutent énormément. C'est une école où ça piaille pas dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, la musique a un pouvoir d'attention. Pour moi, c'est presque comme une force gravitationnelle. Il y a des commandes musicales. Par exemple, il y a une musique pour se mettre dans le cercle, il y a une musique pour s'asseoir, une musique pour se lever. Donc, personne n'est en train d'écrire. Pour apprendre les tables de multiplication. Absolument. Que vous avez composées. Oui. Allez-y. Oui. J'ai une drôle de jeu, j'aimerais jouer avec vous. Dou, babadou, babadou, badou, badou. On va compter en dizaines, c'est drôle, mon zen. Je me souviens pas, c'est on y va, et 10, 20, 30, 40, 50. Etc. Etc. Et on apprend toutes les tables de multiplication comme ça. Voilà, et l'alphabet aussi. C'est génial. Et donc, le seul problème, c'est que parfois on compose des morceaux pour un besoin spécifique. Et
trois jours après, les enseignants disent, mais ils ont déjà appris. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça va trop vite, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Formidable. Et vous dites que si la Finlande, j'introduisais l'émission là-dessus, caracole en tête des classements internationaux, c'est peut-être pas tout à fait un hasard, parce que là-bas, contrairement à ce qu'on voit en France, on fait de la musique dès le plus jeune âge et tout le temps, en fait. Absolument. C'est une exigence, en fait, pour être enseignant en Finlande. Il faut avoir une petite maîtrise d'un instrument, que ce soit la guitare ou le piano, juste suffisamment pour jouer dans la classe avec et les pour enfants, jouer avec les enfants. les accompagner. Voilà. Et donc, c'est une obligation, on ne le dit pas très souvent, mais c'est une obligation entre... kindergarten, donc pré-CP, jardin d'enfants, jusqu'à la 6e. Et ensuite, c'est une option. Mais la majeure partie des enfants... Donc, on est bien dans ce que vous décriviez, ce socle. Exactement. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans les apprentissages, quand ils rentrent dans le langage, quand ils rentrent dans l'appréhension des nombres, etc., ça a été fait dans cette atmosphère-là. C'est partie prenante de leur expérience éducative. Faire de la musique ne rend pas génial, mais cela prépare à répondre aux défis de notre temps. C'est la conviction de John Koenig. On va la détailler dans le troisième temps de notre grand oral, mais auparavant, il y a des récréations dans votre maternelle? Ah, bien sûr. Allez, nous aussi, on a une récré musicale avec Emma. Une heure de la récré, on va parler d'insectes et de vers de terre. On pouvait introduire ça avec le vol du bourdon, mais c'est dur à chanter le vol du bourdon quand même. Non, mais moi je sais pas chanter. Vous savez chanter Bumblebee? Ouais, ça fait ça. Vous le faites très bien. On vous le fera écouter. Et donc, voilà, vous voulez que... pour la récré. Vous savez que la récré, le principe, on vous demande de nous faire un truc rigolo. Non, mais moi je vous apprends plein de trucs dans la récré. Et est-ce que vous savez que les insectes, c'est peut-être la nourriture de demain? J'ai lu ça. Est-ce que vous avez déjà goûté des vers déjà? Des vers? Des vers. Non. Des vers, hein. Vous savez, c'est un peu à la mode en ce moment. Ça remplace les chips, les vers séchés. Là, on pourra demander d'ailleurs à Sandra Ferreira, notre nutritionniste, ce qu'elle en pense. En tout cas, l'entomophagie, le fait de consommer des insectes, c'est présenté comme la solution d'avenir pour permettre de nourrir des humains de plus en plus nombreux et de réduire l'empreinte carbone de l'agriculture. Manger des insectes, c'est en fait hyper écolo. D'accord. Et donc, vous allez aussi nous dire que les scientifiques ont réussi à donner à des vers de farine une saveur semblable à celle de la viande? Mais absolument, Emmanuel. C'est parce que j'ai lu Vocable. Vocable qui me l'a appris. Alors, j'en ai pas encore parlé de ce magazine depuis le début de l'année, mais c'est un magazine qui répertorie plein d'articles de presse internationale en anglais. Le but, c'est bien sûr de progresser. C'est super bien fait. N'hésitez pas à l'acheter, c'est vraiment top. Et si vous lisez cet article, vous serez super calé en insectes, je peux vous l'assurer. Donc, ces scientifiques, ils ont fait cuire des vers de farine avec du sucre. Et apparemment, les vers cuits à la vapeur dégagent une saveur de maïs sucré. Et ce rôti ou frit rappelle le goût de la crevette. Formidable quand même. Alors les chercheurs... Non, vous n'avez pas l'air très conquis. Je vous écoute, vous avez toute mon attention, Emma. Alors les chercheurs vantent les mérites nutritifs de ces vers de farine. Bon apport en protéines, des acides gras, des vitamines, des minéraux et même des fibres. Voilà, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à nous faire adhérer afin que nous en mangions. Tout à fait. Mais quand je dis vous, ce n'est pas tellement votre problème, c'est l'enjeu pour toutes les personnes qui très sérieusement disent que l'avenir est là. Mais sachez que certains y croient dur comme fer. Je fais un petit jeu de mots sur le fer. Oh J'ai fait mes petites recherches et figurez-vous qu'en ce moment, en France, on est en train de construire la ferme à insectes la plus grande du monde. Ça s'appelle Insect. Ils ont mis un Y au lieu du I. Et cette ferme se trouve aux alentours d'Amiens. Ils sont totalement dans le futur. Ils sont en train d'inventer des burgers aux insectes, des barres de céréales et même des milkshakes. L'entreprise lancera sa production début 2023. Plus de 200 000 tonnes de produits à base d'insectes devraient en sortir chaque année. Je sais donc quoi vous offrir en 2023, Emmanuel. Mais ça va être formidable. Oui, vivement 2023. Le milkshake aux insectes. Fin de la récré. On retrouve John Koenig, grand oral. Pour résister au monde orwellien qui arrive et réussir à le contenir, nos enfants devront inventer une autre manière de vivre ensemble et trouver un sens profond à leur existence, un sens qui leur permette de s'y épanouir pleinement. Je crois sincèrement que la musique peut les y aider. Fin de citation, citation extraite de Tous les enfants naissent musiciens, le livre qui vient de sortir chez Actes Sud et dont on accueille aujourd'hui l'autrice John Koenig. Quelle qualité la musique développe-t-elle par exemple dans les qualités qui aident à vivre ensemble? Alors, il y a plusieurs aspects qui me sautent aux yeux, vu ce que je vois tous les jours avec les enfants. La première, c'est que nous ne pouvons pas faire de la musique ensemble sans être quasi intuitivement connectés. Et même des très jeunes enfants, les enfants aussi jeunes que 2 ans, quand ils sont en train de faire un petit jeu avec des xylophones ou des cloches qui correspondent à leur motricité,
ils sont déjà en train de se regarder pour savoir quand il faut commencer et quand il faut s'arrêter. Donc, on développe cette capacité très très tôt et ça reste, on a tous le souvenir d'un grand concert ou de quatuor à corps où tout le monde pose spontanément la dernière note avec une telle beauté et justesse parce qu'on est intuitivement connecté. Donc, il y a cette partie-là qui arrive à contrecarrer l'extrême individualisme que je vois naissant, je pense, grâce aux smartphones et d'autres tablettes. Qui n'a pas attendu forcément les smartphones non plus. Exactement. Et qui est aggravé par ça. En tout cas, le but n'est pas purement utilitariste, au sens où faire de la musique tout petit, ça aiderait à avoir des bonnes notes. Hein. Vous parlez des neuromythes, notamment, et de l'effet Mozart, où si on est très bon en musique, on sera bon en maths. En fait, vous dites tout ça, c'est pas du tout vérifié. En fait, l'effet Mozart, c'était ce qu'on appelle un neuromythe. Donc, en fait, c'était une fausse information. Ouais. C'était un test qui n'a pas été validé, être répliqué, voilà. Mais pendant très longtemps, pendant une vingtaine d'années, il y avait beaucoup d'informations qui partaient de partout, disant que la pratique de la musique rendait votre enfant plus intelligent et carrément les points de QI augmentaient. Et tout ça, ça n'a pas été vérifié. Non, ce n'est pas vrai. Mais pour moi, les plus important que ça, c'est toute cette partie d'empathie et cette capacité de travailler ensemble, mais également un enfant qui est en train de chercher une mélodie au piano, personne ne peut le faire à sa place. Et il va parfois rester une demi-heure sur les premières notes de Frère Jacques. Mais une fois qu'il a compris que en redescendant, il faut qu'il saute une note. Donc, une fois qu'il a compris, c'est bon. Et il va se lancer, il retient cette information. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle en anglais creative problem solving. Donc, c'est la résolution de problèmes créative. Ouais. On sait absolument que l'avenir proche va demander beaucoup de créativité pour résoudre des problèmes qu'on ne connaît même pas pour l'instant. Une faible compétence rythmique s'accompagne, dites-vous aussi inexorablement, d'une aptitude médiocre à la lecture. Donc il y a quand même aussi quelques liens entre apprentissage musicaux et apprentissage tout court. Oui, absolument. En fait, ce qui est dommage, c'est que l'enfant qui ne tape pas en rythme avec les autres, dans la majeure partie des cas, les enseignants vont dire le pauvre, il n'est pas doué pour la musique. Et en fait, ça ne veut rien dire. Le problème est physiologique. Ça veut dire qu'il y a des connexions qui ne se font pas dans son cerveau. C'est ça. Et il a besoin justement d'un entraînement rythmique qui va, on espère, dans la majeure partie des cas, l'aider à résoudre ses problèmes. Vous avez eu l'idée de créer ensuite une école élémentaire, un collège, un lycée ? On a beaucoup de parents qui veulent qu'on se lance dans l'école primaire. Et vous n'y allez pas ? Je ne suis pas contre. Je dirais, j'ai très envie de faire un CP, parce que pour moi, si on peut aller jusqu'à 7 ans, là... Ce serait pas mal. Exactement. Et après, quand même, finalement, pour moi, la base l'enfant est posée. est construit. Voilà, exactement. Génial. En tout cas, vous pouvez toutes et tous lire, tous les enfants naissent musiciens, les pouvoirs insoupçonnés de la musique dans la construction de soi. C'est intéressant quand on a des enfants ou quand on n'en a pas. C'est intéressant qu'on soit enseignant ou qu'on ne soit pas enseignant. Vraiment, un livre absolument passionnant qui vient de sortir chez Actes Sud. John Koenig, vous restez avec nous. On va parler nutrition, mais je vous jure, il ne sera pas question d'insectes cette fois. De toute façon, ce qu'on aime manger diffère dans chaque pays. Eh bien voilà, absolument. Voilà. Super. Emma, merci. Merci à vous. Sandra, plateau repas. Plateau repas, c'est depuis la rentrée notre super rendez-vous avec notre super nutritionniste, diététicienne. Ça va, j'en ai fait assez ? Oui, parfait. Ok, super. L'extraordinaire Sandra The Queen Ferreira. Voilà. C'est bon là ? C'est bon, c'est bon. Ok, on va parler aujourd'hui de manger évidemment, mais de manger avec ses 5 sens, parce que c'est vraiment bien de manger avec ses 5 sens, Sandra. Et oui, c'est très bien parce que ça permet de se réapproprier l'acte de manger comme un acte agréable. On oublie parfois que ce n'est pas qu'un acte vital, vite fait comme ça sur un coin de la table. Donc manger avec ses 5 sens, on rappelle que c'est manger avec moins de stress, c'est très important. Très important. Ça augmente le sentiment de satisfaction par rapport à ce que l'on mange, ça a été prouvé. Ça permet de reconnaître les sensations de faim et de satiété. Ça diminue les envies de grignoter, surtout suite aux émotions.
surtout. Ouais, je suis content, je vais manger un petit truc. Je suis triste, je vais manger un petit truc. C'est souvent je suis triste d'ailleurs. Et ça favorise une attitude plus saine par rapport aux aliments. C'est un peu le principe de la DME. C'est la diversification menée par l'enfant, où on laisse l'enfant lui-même, au moment où il apprend à passer à autre chose qu'au biberon, on prend en considération son rythme et ses préférences. Il touche avec ses mains et découvre les aliments comme on voit sur la vidéo. On le laisse tranquillement. Et en fait, c'est lui qui choisit un peu. Et là, il est vraiment avec ses 5 sens, tout simplement. Alors concrètement, si je veux manger avec mes 5 sens, comment je m'y prends? Alors le but, lors d'une dégustation, et ce que je dis là aujourd'hui, c'est à vous parents de le faire avec vos enfants, il faut que vos enfants apprennent à le faire, c'est de prendre conscience de tout l'aliment. C'est-à-dire qu'il y a un aliment, on va commencer par je le regarde. la vue. On va le regarder, c'est la première impression d'un plat. Plus c'est coloré, plus on va aimer, c'est inconscient parce qu'on sait que quand c'est coloré, c'est que c'est riche en vitamines, quand c'est coloré, c'est signe de fraîcheur. C'est des trucs qui remontent, c'est le cerveau. Exactement, c'est les instincts, quoi. Le cerveau reptilien, c'est le reptilien, on va dire, oui, voilà. Alors l'odorat, quand même, évidemment. L'odorat, ça sent bon. On ferme les yeux, on essaie d'être attentif à ce bon riz au curry que maman a préparé éventuellement. Oui, je vois qu'il y a c'est du vécu. Toutes les épices. Les enfants, il était bon le curry de maman Sandra. Oui, je pense que si je regarde mes enfants, ils vont comprendre. Tout ça crée une harmonie olfactive, ça stimule l'appétit. Donc là, on prend vraiment conscience de son assiette. Donc n'hésitez pas à mettre des épices, des herbes aromatiques. Pour Joan, Louis. Louis, très important. Manger avec Louis, on se dit mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais non, parce que quand on mange, il y a le craquant, il y a le croustillant, il y a des bruits qui se passent en bouche. Donc il faut entendre, écouter ce qu'on mange. Ça, c'est important. Le goût quand même, un moment. Le goût, un moment. Faites mâcher vos enfants, s'il vous plaît. Essayez de prendre le temps. La mastication, ça permet de percevoir la consistance des aliments. La texture va évoluer en bouche. Ça peut être sec, puis dur, puis friable, puis granuleux. Ça, on oublie. Parfois, on mange, on gobe. Et puis, mâcher, ça permet de prendre davantage de temps et c'est bon pour la digestion. Pour la satiété, non, aussi? Exactement. Ça envoie au cerveau un message comme quoi on a bien mangé. D'ailleurs, il faut 20 minutes minimum avant que le cerveau ait conscience que vous ayez mangé pour vous dire stop, je n'ai plus faim. On rappelle les 4 saveurs qu'on retrouve sur la langue. Salé sucré. Salé sucré, amer, acide. Voilà, les 4 sur des zones différentes de la langue. On a fait le toucher, non? Et oui, le toucher. Et voilà pourquoi. C'est ça le truc. La petite boîte que j'ai ici, qu'on appelle une boîte à toucher. Bon, ça va, c'est simple. Alors, le but, c'est que ça soit ludique. On fait ça avec ses enfants. Là, j'ai pris tout simplement une boîte à chaussures. On l'a recouverte. Vous continuez avec vos enfants, vous mettez des stickers, vous faites ce que vous voulez dessus. Il faut qu'elle soit jolie. Là, on ne l'a pas terminée, mais mes enfants sont bien amusés. Et dedans, en fait, on va mettre des aliments. Et il faut simplement toucher. Et là, on fait parler l'enfant. C'est-à-dire qu'on dit à l'enfant, mets les mains dedans, touche, essaye de deviner ce que c'est. Est-ce que c'est râpeux? Est-ce que c'est granuleux? Il y a 2 choses là-dedans. Fais tester l'enfant. Allez-y, enfant. il y a 2... alors, attendez. Voilà. Il y a 2 aliments dedans, un de chaque côté. Enfin, s'ils n'ont pas trop... Vous dites rien, Joan, je teste. Et voilà, vous pensez à l'aliment. Et ça permet de faire un petit jeu avec les enfants et de se réapproprier aussi tout ça. C'est bon. Alors, droite-gauche, vous savez. Voilà. À gauche, c'est là. Et après, je l'ai vu, moi. Alors, faites un trou qui permet... Bon, c'est pas grave, il y en a un des 2 que vous avez vu. Si, je devine. Donc, celui que j'ai vu, c'est à gauche, c'est... Je pense qu'il y a une noix de coco. C'est une noix de coco. Oui, une noix de coco. Mais et c'est une pomme à droite, non? Et non. Et vous pensez que c'est quoi à droite? C'est pas facile. Je pensais aussi une nectarine? Non. Bon, je dis ou pas? Bah oui. Pas facile. Kaki. Oh. Vous pouvez ouvrir la boîte. Kaki. Voilà. Mais c'est l'occasion avec votre enfant. On aurait pu deviner là, il y avait un truc bizarre. C'était l'occasion de dire avec l'enfant, tiens, regarde le kaki, ça. Après, on continue. Bien sûr, on le fait sentir et on finit par le faire goûter. Mais pendant que mes 5 sens, moi, l'enfant, sont pris pendant que je mange, j'ai pas le temps de faire autre chose. D'ailleurs, c'est pas bien de faire autre chose en mangeant. Non, d'ailleurs, très important, éviter d'avoir des distractions comme, les enfants, éviter la télé, la lecture pendant qu'on mange, les smartphones, les écrans, etc. Parce qu'il faut que ça reste un moment privilégié, on reste concentré dessus. Et même, quand bien même on n'a pas tous ces smartphones et autres lors du repas, évitez d'avoir des conversations tumultueuses, on va dire. C'est pas le moment de se disputer ou disputer votre enfant à table. Pour que ça reste un moment sympa. Voilà. Puis même pas à table. Si on a quelque chose à dire, oui, même pas à table, ça c'est un autre problème. Voilà. Mais si on a quelque chose à dire... Les enfants, on mange le curry, mais peinard, quoi. Surtout le curry de Sandra, parce que c'est quand même le meilleur qui soit. Il est extraordinairement parfumé. Il y a même du kaki à l'intérieur, moi je vous le dis. Pas encore, Sandra, mais je vais y penser. Merci beaucoup, Joan, merci beaucoup. Peut-être d'un mot, s'il y avait un truc génial à faire pour que toutes les écoles ressemblent un peu à de la maternelle Koenig. Il faut faire des chorales partout, comme on a voulu le faire. Je
Je pense qu'il faut donner les moyens aux enseignants déjà sur place, parce que la France a des infrastructures incroyables, les bâtiments et les enseignants. Il faut un investissement de formation, mais ce n'est pas monumental, c'est hautement faisable et ça serait sauver des vies, carrément. Le ministère, si tu écoutes, tu as un message de Joan Koenig, tu vas sauver des vies. Tous les enfants naissent musiciens, c'est chez Actes Sud. Joan, merci 1000 fois de nous avoir rendu visite à la quotidienne. Merci beaucoup Sandra pour ces super conseils une fois de plus et merci aussi à toute l'équipe, à Colline Hamel pour le maquillage, à Marine Plantec pour la préparation de cette émission et pour le travail en régie, assisté aujourd'hui par Roxane Sarfati. Au son, c'est Héloïse Merlin, à la réalisation Axel Jean Girard. Vous restez évidemment sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.